Bonjour et bienvenue sur Trait pour Trait, le podcast BD qui passe aussi à la télé. Alors vous pouvez bien sûr vous abonner sur Google Podcast, sur Apple Podcast. Vous avez 3 formats, un format audio et 2 formats vidéo, un en HD et un en SD bien sûr. Alors, vous n'hésitez pas non plus à vous abonner sur la chaîne YouTube de Trait pour Trait. Et puis, vous pouvez bien sûr revoir l'émission sur Watch TV. Alors Laurent, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire dans Trait pour Trait ? Bonjour Christophe, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Johan Gélouis, auteur du très récent et formidablement coloré Fréhel, et un récit, on va dire une biographie extraordinaire de la chanteuse réaliste, la fameuse chanteuse de la Java bleue. Alors c'est quoi ? C'est une biographie ? C'est une biographie romancée ? Bonjour, merci déjà de m'inviter. C'est une biographie romancée, oui, forcément, parce que Fréhel, ça date quand même, elle est née en 1891 et elle est morte en 1951. Donc forcément, c'est très lacunaire, on va dire, puisque j'ai dû me documenter énormément sur son personnage. Et puis il n'y a pas l'internet, voilà, je me suis appuyé sur des coupures de journaux. Donc forcément, il y a eu une seule biographie que je cite en fin de livre. Mais oui, c'est beaucoup de recherche. Donc, et puis comme c'est lacunaire, forcément, il fallait que je romance certains passages. Mais cela dit, tout est vrai. On va en reparler de ça. On va en parler parce que tout le monde nous dit toujours tout est vrai. Et bon. Et puis, je constate aussi qu'on a changé de lieu, non ? Alors tout à fait. Bon, on sait que Trait pour Trait voyage, n'arrête pas de se promener. Et aujourd'hui, nous sommes accueillis par Jean-Pierre Nakache à Bulle en Tête. Bonjour. Merci Christophe, bonjour. Merci à vous tous de nous rendre visite. On est ravis de vous accueillir dans cette librairie au 42 rue Le Pelletier à Paris. C'est la petite sœur de la librairie qu'on avait ouvert au Batignolles il y a une dizaine d'années maintenant. Généraliste de la bande dessinée et avec des libraires tous grands amateurs de tous les genres. Alors la librairie fait aussi partie du réseau Canal BD. Absolument. Donc on est une librairie indépendante, mais dans un groupement aujourd'hui qui est vraiment au service de tous et de la collectivité, et qui est là vraiment pour vendre la bande dessinée sous toutes ses formes. Formidable, hein ? D'autant plus formidable, et on en parlera dans quelques instants, que cette superbe librairie propose un certain nombre de produits, pas dérivés, mais enfin disons complémentaires de ce qui existe. On en parle, c'est la surprise. C'est la surprise, on en parle. Allez, on se retrouve dans un instant et on continue. Johan, alors vous avez des activités quand même plutôt nombreuses à part la bande dessinée. Vous êtes venu assez tardivement en fin de compte. Vous avez fait pas mal de choses par rapport au cinéma. Oui, alors en fait, j'ai fait les Beaux-Arts, donc 5 années. J'ai fait mon cursus entièrement, j'ai fait mes 5 années après le bac. À Angers, hein, c'est ça ? À Angers, exactement. Où il y avait d'autres collègues à moi, enfin, il y avait Rabaté bien avant moi, parce qu'il est beaucoup plus vieux que moi, bon, voilà, et plus connu aussi. Et il y avait aussi notre camarade, Claire Brault. Voilà, qui avait fait le fabuleux Mambo. Voilà, bon. Et puis après, donc, les Beaux-Arts, je suis monté à Paris et j'ai commencé à travailler pour le cinéma. Alors, décorateur au départ ? Oui, décorateur. J'ai commencé à travailler sur des films, un film d'époque. Et puis, j'ai fait pas mal de courts-métrages, du téléfilm et puis de la publicité. Donc là, à la réalisation ? Non, toujours en décoration. Et puis après, j'ai arrêté parce que bon, c'était sympa. J'ai appris plein de choses pendant 8 ans. Notamment, le travail sur du décorateur qui est très... Parce que ça tourne autour de l'histoire de l'art, aussi du design, etc. Donc c'était très enrichissant. Mais moi, la mise en scène m'intéressait déjà depuis les Beaux-Arts. Et du coup, j'ai commencé à réaliser des courts-métrages. Dont le dernier qui date quand même d'il y a... 2015, c'est ça le dernier ? Non, 2014 je crois, je sais plus, qui est passé sur France 3. Qui s'appelle Mrs. Elwood ne veut pas mourir. Et c'est l'histoire d'une actrice de cinéma déchue qui vit dans un manoir voilà, et qui rêve, qui croit, tout le monde son entourage lui fait croire qu'elle va faire son grand retour sur un film. Voilà, donc les stars déchues, c'est un peu... C'est étonnant parce que je fais immédiatement une passerelle avec votre premier album de bande dessinée, non ? Oui, c'est ça, ça parle d'une autre star déchue, mais alors sans la citer vraiment, juste de prénom. Donc
en fait, plus tard, donc je suis venu à la bande dessinée. Donc ma première bande dessinée, c'est Shelley, Oui. qui s'appelle. Avec un drôle de titre quand même. Oui, parce que en fait, moi au départ, je l'avais appelé Shelley, et puis je trouvais que c'était assez court, et puis avec mon éditrice de l'époque, qui est assez loufoque, aussi excentrique, voilà, elle s'est dit on va trouver un autre truc, et puis on a passé une soirée ensemble, on a un peu bu, et puis on s'est dit tiens, après l'autruche tournée à droite, c'est pas mal, elle me propose ça, je fais ouais, c'est génial, ça On fait. peut dire que c'est assez original. Voilà, donc et puis comme c'était une bande dessinée qui était un peu loufoque. Ça allait très bien avec le récit. Et effectivement, ça parlait aussi d'une actrice dont je ne dis pas vraiment le nom, mais les gens qui sont cinéphiles l'ont reconnue, évidemment. C'était Shelley Duvall, l'actrice qui était très connue pour son rôle dans Shining, notamment côté de Jack Nicholson. Et je suis un peu amoureux de Shelley Duvall, elle me touche beaucoup. Donc j'ai décidé de travailler sur elle, et j'ai un peu fait mon travail d'enquêteur, on va dire, parce qu'elle ne tourne plus depuis 15 ans maintenant, et je voulais savoir ce qu'elle était devenue. Et je me suis un peu inspiré de sa vie. Voilà, mais c'est un hommage loufoque pour Shelley Duvall. Donc ça, c'est vraiment la première bande dessinée. Ouais. Vous dessiniez avant, je suppose. Oui, bah, au Beaux-Arts, je dessinais parce que je faisais des livres d'artistes qu'on appelait. En fait, je travaillais avec de la litho, de la gravure, des choses comme ça. Je faisais de l'illustration. Mais c'était une envie de faire de la bande dessinée depuis longtemps, ou alors c'est venu justement avec le cinéma et avec ses expériences sur l'image? Bah, moi, la bande dessinée, je voyais ça comme un outil, et puis j'avais pas spécialement d'envie, ou alors c'était inconscient parce que je voulais faire des films. Puis l'illustration, je faisais à côté, quoi. Je faisais des petits trucs par-ci, par-là, et tout le monde me disait ah, mais fais de la bande dessinée, pourquoi tu fais pas de la bande dessinée? T'écris, puis tu dessines, alors pourquoi tu fais pas une bande dessinée? Puis je dis ouais, c'est vrai, mais bon, ça me semblait tellement compliqué de faire de la BD. Parce que bah, c'est un vrai travail, quoi. Et puis trouver après un éditeur, ça c'est aussi un autre travail. Donc ça me paraissait insurmontable. Et puis j'étais en train d'écrire mon 3e court-métrage, et on attendait les financements. Bref, c'est très long et tout ça. Et puis un été, je suis parti. J'ai dit bon, bah, cet été, je vais faire une bande dessinée, puisque c'est ça. Le cinéma, ça m'emmerde là. Et en attendant qu'on ait des sous, donc je vais faire une bande dessinée. Et j'ai fait Shelley, que j'ai fait en 2 mois. À la fin de l'été, je suis rentré à Paris en septembre, et je l'avais terminé, et je l'ai proposé à un éditeur qui a accepté tout de suite. Donc j'ai fait bon, bah mon coup, je signe avec eux, hein. Voilà, je vais pas dire non, hein. Et puis ça s'est bien passé, et puis voilà. Il y a quand même un grand avantage à la bande dessinée par rapport à la réalisation d'un court-métrage. C'est en termes de moyens. Il suffit juste une feuille et un crayon, a priori. Bah c'est ça. Oui. Exactement. C'est ce que je pensais. On a souvent cette frustration des metteurs en scène qui disent je ne peux pas réaliser mon film parce que j'ai pas de budget. Ah bah là on a il faut juste du papier canson et puis des Et crayons. de l'imagination. Et de l'imagination, voilà. Et du coup, ouais, c'est ça. Donc du coup, ça me permet de faire des parenthèses entre la réalisation d'un court-métrage et d'un long-métrage, j'espère un jour. Mais ouais, je me prends au jeu, puis je crois que la BD, j'aime de plus en plus ça. Parce que bah, j'aime bien en fait l'univers de la bande dessinée. Vous êtes dans la mouvance des auteurs de la jeune génération qui maintenant sont plutôt jeunes d'ailleurs. Mmh. Enfin, les Sfar, les Sapins, on en parlait lors de la dernière émission, les Satouf, enfin tous ces gens-là qui touchent à la fois à la bande dessinée, au cinéma, enfin à tous les arts de l'image finalement. Oui, bah, ça me paraît pas inconvenant, ou enfin je trouve que c'est dans la logique. C'est nouveau. Il y avait Rabaté aussi, j'avais oublié, puisqu'on citait Rabaté. Oui, Rabaté, il a fait des films aussi, effectivement. Oui, mais en fait, ça a un sens parce que, enfin, la bande dessinée, c'est comme une espèce de storyboard, on va dire. Et puis c'est comme du montage. Enfin, moi, je le vois comme du montage. Par exemple, moi, je travaille comme script cinéma, Oui, donc je fais très attention au raccord et qu'ils aient la matière pour le montage, etc. Les histoires de regard, des déplacements de personnages et tout ça. Et dans la bande dessinée, on a tout ça. Même si je fais parfois des faux raccords dans mes BD, mais parce que voilà, je m'octroie des libertés justement. Voilà, non, enfin, la narration pour moi, c'est comme du montage en fait. Je vois ça. Et puis on dessine nos acteurs, quoi. Voilà. Et on leur fait faire ce qu'on veut. Et on leur fait faire ce qu'on veut. Exactement. C'est quand même formidable. Ouais. Alors en termes de BD, il y en a eu pas mal de sorties là, oui, hein, évidemment, cette semaine. la rentrée oui. est très très riche. Hein. Donc là, on parlait de Fred. Qu'est-ce que je pouvais vous dire? Mais avant de parler de BD, je voulais souhaiter bon anniversaire. Un bon anniversaire à Monsieur Covin, oui. Raoul Covin, qui fête son 80e anniversaire. Et le Spirou de la semaine, justement. Voilà.
Le Spirou de la semaine est sur cet anniversaire. Et on a la chance à l'intérieur d'avoir un petit texte de Cauvin lui-même qui parle par décennie. Hein. Donc Raoul Cauvin, pour le repréciser, c'est le scénariste des Tuniques Bleues, de Pierre Tombal, de Caline et Calbas. Enfin, j'imagine un gros fond de votre librairie, j'imagine. Absolument, oui. Tout le franco-belge présent depuis plus de 30 ans aujourd'hui avec des grands amateurs. Alors Cauvin, bon, visiblement, n'a pas envie de se mettre à la retraite. Bon, il produit beaucoup moins, hein, visiblement, c'est clair. Et un autre qu'on croyait à la retraite, et c'est le premier livre dont je vais parler, c'est Jean Van Damme. Parce que Jean Van Damme avait arrêté la plupart de ses séries, et puis bon, c'était réservé, et il sortira courant octobre le dernier 13 Mystéries. Mais bon, on pensait que voilà, on n'entendrait plus tellement parler en termes de nouveautés de Jean Van Damme. Et voilà que il se prend, comment dire, d'un seul coup, avec un jeune auteur, Christophe Simon, de parler des exactions qui sont commises dans l'est de la République démocratique du Congo, où en fait des miliciens tuent, violent, esclavagisent des populations simplement pour la récolte des minerais à la solde des multinationales, des minerais qui d'ailleurs nous sommes bien utiles parce que la plupart sont nécessaires pour nos différents smartphones, n'est-ce pas ? Donc c'est un album très réaliste qui s'appelle Qui vu, voilà, hop, voilà, et qui paraît au Lombard. Excellent à voir, alors très très réaliste et quand même assez dur, hein, même assez dur. Et alors justement, on parlait de surprise tout à l'heure, ben voilà, la librairie Bulle en tête a décidé de faire une petite surprise à ses lecteurs, enfin à ses acheteurs, comment dire, passionnés, quoi. Bah oui, parce que nous, on a tellement aimé cet album qu'on a décidé de faire une édition spéciale en noir et blanc, parce que non seulement on a adoré le propos de Jean Van Damme et son cri du cœur aujourd'hui dans cette dénonciation de ces atrocités au qui-vu, mais également le dessin de Christophe Simon, dont on est amateur depuis longtemps, qui a vraiment un ancrage. Christophe Simon fait partie de l'école Martin, hein, Tout à fait, avait fait des albums avec Martin. Il avait signé aussi Martin. un Corentin avec Jean Van Damme il y a quelques années. Et voilà. Et donc on a tellement aimé son noir et blanc qu'on a envie de faire cette édition noir et blanc, qui est une édition limitée. Avec un voilà. ex-libris. Hein, Exactement. Avec un ex-libris signé et numéroté par les deux auteurs. Et Jean et Christophe nous ont effectivement fait l'honneur de bien vouloir le signer. Ça faisait des années que Jean n'avait pas signé un album. Donc aujourd'hui, pour les clients de la librairie Bulle en tête, ils auront la possibilité d'avoir cette édition alternative. Alors vous faites souvent des sorties comme ça un petit peu particulières ou c'est un peu exceptionnel ? Alors, c'est toujours dans l'exception parce qu'on le fait vraiment avec des auteurs qu'on aime beaucoup quand on a des gros coups de cœur. Il n'y a pas de régularité, mais ce mois-ci, on en a fait deux. D'autres fois, il n'y en aura pas. Mais quand on a un coup de cœur, par contre, on n'hésite pas et on y va. Et c'est le bonheur d'avoir conservé tous ces libraires indépendants. Tout à fait. Qui sont-ils ? Alors, je vais aussi présenter parce que il avait eu le Grand Prix de la critique avec Paulina, que Paulina a fait l'objet d'un livre. Bastien Vives revient avec une bande dessinée qui s'appelle Le Chemisier. C'est une jeune fille étudiante, babysitter, qui tâche son t-shirt et à qui on offre finalement un chemisier. Enfin, l'homme de la maison donne le chemisier de sa femme à cette jeune fille et ça bouleverse totalement sa vie. C'est tout en subtilité. Il y a toujours une petite touche un peu érotique comme chez Bastien Vives. Il y a beaucoup de séduction. Avec une sorte de poitrine. Il y en a souvent, mais en tout cas, c'est l'éclosion d'une femme. C'est très très joli, très émouvant. Et je crois d'ailleurs que, oui, Bastien Vives, dont on parle beaucoup d'ailleurs. Hein. Alors oui, tout à fait, puisque ça va être l'occasion de vous montrer éventuellement ça, puisque je viens de le recevoir. Alors c'est la nouvelle série qui vient de sortir chez Glénat, qui s'appelle Porn Pop. Et d'ailleurs, Bastien Vives vient de sortir un album qui s'appelle Petit Paul, qui est dénoncé par un certain nombre de personnes, ce qui a amené, on va dire, un certain nombre de libraires, enfin de chaînes de librairies à le déréférencer, justement. L'affaire suit son cours. Alors là, ils ont sorti en même temps Les Joies du Sextoy. Voilà, c'est par Erika Mohen et Mathieu Nolan. Et avec une préface de Céline Tran, qui est la directrice de collection. Voilà. Ancienne actrice de porno. Ouais. Alors bon, vous avez tous les conseils, tous les modèles. C'est assez étonnant. Tu l'as lu jusqu'au bout ? C'est très complet, hein, très très complet. Monsieur Je te le prêterai, Laurent. Merci. D'ailleurs, Glénat a sorti aussi en même temps, hop, ça c'est très marrant, de Ralph Koenig, Ralph Koenig, c'est Porn formidable. Story. Ah ouais. Ça c'est excellent, c'est très très drôle.
Vous l'avez en librairie, bien sûr. On l'a en librairie comme tous ses albums. Ça fait des années qu'on est vraiment des inconditionnels du travail de Ralph. Il n'y a pas de tradition de bande dessinée en Allemagne, mais quand on voit les rares choses qu'ils font, c'est absolument exceptionnel. C'est drôle. Alors c'est très drôle, c'est plein d'humour. Et effectivement, ça parle aussi de la pornographie. Alors ce que j'ai lu aussi, que j'ai trouvé très très chouette, c'est le dernier Catherine Meurice. Oui, bien sûr. Les grands espaces. Alors ça, c'est paru chez Dargaud. Et vraiment, alors on se souvenait de La légèreté, qui était sortie juste après les attentats à Charlie Hebdo. Et là, Les grands espaces, elle retourne en enfance et nous présente tout son environnement familial à la campagne, puisque les parents ont décidé de réhabiliter une vieille ferme. Alors c'est amusant parce qu'on a vraiment parfois l'impression d'un petit précis de botanique aussi, couplé à la littérature, puisqu'elle reprend alors des passages de Baudelaire, à chaque fois où il parle de plantes, où il parle d'arbres, et la famille essaye de planter le rosier. Enfin, c'est vraiment très très chouette là-dessus. Joanne, Catherine Meurice, ça vous parle? Oui, parce que j'ai lu La légèreté, évidemment, c'était un incontournable, et celui-ci, je ne l'ai pas encore lu, mais ça m'intéresse parce que j'ai écouté son interview sur une radio. Je dirais pas laquelle, on n'a pas le droit, je sais pas. Ouais, je sais. Bah, bref, j'ai écouté, j'étais Si on peut le dire. sur France Culture, Oh, et voilà, et du coup, je me retrouve aussi dans ce qu'elle disait, puisque moi aussi je viens de la campagne. Mes parents m'ont élevé, mon frère et moi, à la campagne, dans une maison, dans une vieille maison qu'ils ont retapée et tout ça. Donc on est vraiment là dans l'album de Catherine Meurice. oui, donc c'est Parce que les ça, parents voilà. retapent au fur et à mesure Et justement, toutes les ce qu'elle pièces. disait par rapport à son éducation dans la nature, ouais, ça forge notre imaginaire et tout, c'est d'une richesse incroyable. Donc, Voilà, parce qu'il lui arrive quand même de retourner un petit peu à la ville. Et il y a tous les problèmes afférents à la ville, pollution, etc. Donc il y a plein de thèmes abordés surtout, dans en plus, cet album. Le Catherine Meurice a un découpage quand même très, très strict, beaucoup plus que ce que vous faites. Mais il y a un peu de similitude dans le traitement des couleurs, un petit peu dans le traitement graphique du trait, non? Je pense qu'on a aussi les mêmes références parce que quand je vois Catherine Meurice, je me dis, je pense tout de suite à Sampé. Alors forcément, Sampé, c'est un maître pour beaucoup d'entre nous. Quelles sont Sampé. vos références en BD, Johan? Oh, j'en ai des classiques, quoi, on va dire, parce que j'ai pas tellement de références. Justement, ce que je dis à mon éditrice, je fais, moi, j'y connais rien en BD, moi. Enfin, tu m'apprends tout. Et justement, je suis un peu vierge de tout ça. Du coup, moi, c'est ce qui me permet de pas être influencé par d'autres. Mais alors, il y a JP que j'adore, ses dessins magnifiques. Pedrosa, j'adore aussi. On est quand même dans un trait qu'on appelle assez contemporain. Quoi. On n'est pas dans le grand, on n'est pas dans le Christophe Simon de Kivu, quoi. Non. Ah bah après, moi, j'ai été élevé avec le franco-belge, Tintin et tout ça, mais contemporain, je sais pas ce que ça veut dire en fait. En fait, je m'en fous du contemporain. Moi, voilà. Moi aussi, alors. Non, mais je veux dire, ouais. Alors allez, le dernier. Allez, Ça, c'est les éditions Hookmout, moi j'aime bien. Comme disait Marjorin la dernière fois que je l'ai reçu, c'est sympa comme format, on peut le mettre dans la poche, hop, on peut aller se promener avec. On peut le lire dans le métro. On peut le lire dans le métro. Donc ça, c'est Glaise. Ils ont sorti il y en a beaucoup. Berthe, enfin il y en a beaucoup. Et ça, c'est très très drôle, les rapports entre Dieu et Saint-Pierre. C'est à mourir de rire. Donc à découvrir aux éditions Hookmout. Et puis à la fin du mois d'octobre sort un Game Over. Ah bon? Alors j'ai eu l'occasion de Encore rencontrer Midam encore, oui d'ailleurs il savait plus où il en Non, mais était. Midam est extraordinaire parce qu'il a commencé sa série Kid Paddle en 96. Enfin, le Les premier 25 épisode ans. est sorti à cette époque-là. Et ensuite, il s'est mis à développer Game Over. Donc, Kid Paddle, c'est le petit bonhomme qui joue Voilà, au jeu vidéo. tout à Et fait. puis ensuite, il s'est mis à faire les gags du jeu vidéo. Et finalement, au fur et à mesure des années, on s'aperçoit qu'il a beaucoup plus d'idées de gags de jeux vidéo que d'idées pour son personnage. Quoi. C'est très amusant. Donc, du coup, il y a plus de. Alors c'est marrant plus de d'ailleurs, Game Over. je vais vous proposer qu'on aille retrouver un peu Midam là dans une très très belle galerie, volontiers, ouais. qui est la galerie Huberti Brenn à Bruxelles qui vient d'ouvrir Formidable, mais il en parle. Et il faut savoir que sur les scénarios de Game Over, Midam fait appel au lecteur. Donc on peut aller sur la page de Game Over et envoyer des propositions de scénarios à Midam. Et il y a des enfants qui s'y collent, c'est ça qui est très marrant. Donc il peut y avoir des jeunes qui envoient à Midam un scénario, alors des fois il est un petit peu obligé de le retoucher, Oui, bien sûr. Oui. mais c'est très très marrant. Ça lui donne des idées. Allez, je vous propose qu'on Allons-y. retrouve Midam à ce moment-là, à la galerie, à Bruxelles. Midam, bonjour, c'est un grand plaisir de vous rencontrer. Merci, bonjour. Alors, je vous rencontre en plus dans un nouvel espace de la galerie Huberti Brenn. 1000 mètres carrés dédiés à la bande dessinée. Je pense que c'est une première et je crois que c'est la plus grande galerie de BD, si pas du monde, d'Europe en tout cas. Ouais.
Et c'est aussi une grande première de voir des originaux de Kid Paddle, de Game Over, puis d'autres choses aussi. Ah oui, je suis passé à un plus grand format. J'étais un petit peu étriqué avec les planches de BD et j'avais envie de faire exposer ce format en m'essayant à des grands modèles. Et c'est ce que j'ai fait avec des illustrations. Pour le coup, ici, ce sont des illustrations qui mettent en situation des Blork dans un univers américain, New York. D'où le titre de l'expo. Voilà, New Blork City. J'ai utilisé une technique qui est quasiment impossible à faire en bande dessinée. C'est pas de l'aquarelle, c'est du brou de noix. Et le brou de noix a cette particularité, on le voit bien ici, d'être très instable. S'il y a de l'eau qui s'applique sur le dessin par après, ça fait des formes qui sont toujours très hasardeuses. Et c'est ça que je cherchais un petit peu. Éloigné de la ligne claire. Éloigné du contrôle qu'on se doit d'avoir et de la rigueur qu'on se doit d'avoir quand on fait une bande dessinée. Alors il y a aussi des très très grands formats avec une autre technique picturale là. Oui, alors là c'est de l'acrylique. C'est très différent parce que c'est de la pâte. C'est aussi un nouveau jouet. Alors subitement, il y a des effets picturaux qui sont absolument impossibles à traduire en aquarelle. Tout ce qui est nouveau est un petit peu plus excitant. Bon, la BD, ça fait 25 ans. Pour faire une bande dessinée, il faut un rythme soutenu de travail. Donc vous êtes obligé à un moment un peu d'industrialiser votre production de planches. Ce qui peut, à la longue, être un petit peu pesant. Eh bien, pour compenser, je fais des illustrations. Oui, alors parce que Kid Paddle a 25 ans, quel bel âge. 25 ans, oui, mais bon, un héros ne vieillit pas, hein, donc il n'a pas pris une ride sur le papier. Et, mesdames, vous ne manquez pas d'idées. D'ailleurs, pour cette exposition, il y a quelques petites surprises. Mais il faut ouvrir les yeux. Il faut avoir des yeux très spéciaux, plutôt. Je me suis dit, ici, dans la galerie, c'est plutôt un public qui adore la bande dessinée. Donc je me dis, je vais faire en plus des petites interventions entre les cadres. Mais comme je n'avais pas envie de le faire de manière simple, je l'ai fait de manière invisible. Mais il faut ça. Et ça, c'est une lampe UV, une lampe à UV. Et quand on l'éclaire, voilà, il y a la révélation. Et j'ai essayé à chaque fois de faire un petit gag. Un petit... Bon, c'est surtout pour les faibles d'esprit, hein. Ceux qui ne peuvent pas apprécier la grande peinture, eh ben, ils auront leur petite blague. D'autres projets à venir dans un proche avenir? Oui, il y a des projets qui sont sur les rails. On a parlé d'un film, Life, avec des acteurs donc. Dans un futur proche, c'est le Game Over Dark Web. Et qui va sortir le 31 octobre. Et on a fait une couverture un peu spéciale avec un effet dessus. Moi, j'insiste toujours pour essayer d'avoir un chouette petit effet en couverture parce que ça devient un objet qu'on aime toucher. C'est quand même dépositaire de la mémoire du monde, n'est-ce pas? Le livre, peut-être pas Game Over, mais... Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et puis, on attend la sortie du prochain Game Over. Merci à vous. Ouais, donc la galerie... Vraiment, si vous allez à Bruxelles, allez jeter un coup d'œil, c'est monstrueux. Alors, il y a une autre galerie à Paris aussi. Hein. Tout à fait, il y a la deuxième à Paris, voilà. Mais celle de Bruxelles est quand même très très impressionnante. Alors, si on parlait un peu du Fréhel. C'est une bonne idée, oui. Une bonne idée. Oui, donc comme je le disais, Fréhel, donc c'est la fameuse chanteuse réaliste, disons de la première moitié du XXe siècle, très très importante, qui n'a pas très très bien fini. On va en parler un petit peu. Mais alors, qu'est-ce qui vous a donné? En fait, moi j'ai lu, on en parlait tout à l'heure un petit peu dans votre biographie, que votre passion c'était les vieilles actrices déchues qu'on avait oubliées, etc. Et puis là, vous passez une chanteuse. Alors pourquoi? Parce que j'aime la musique. La musique, c'est fédérateur déjà. Qui n'aiment pas la musique. Les gens qui me disent qu'ils n'aiment pas la musique, c'est louche. Enfin, c'est pas forcément Fréhel, la musique. Non, mais alors disons que moi j'aimais bien ces chansons parce que maintenant j'habite Paris depuis très longtemps maintenant. Et puis Fréhel, c'est quand même l'image de Paris. Enfin, c'est un Paris oublié des faubourgs parisiens. Et du coup, dans ces textes, il y avait ça. Et un jour, je suis tombé sur un article qui parlait d'elle vraiment de manière un peu triste. C'est-à-dire que c'est le premier chapitre de la BD, c'est qu'on la retrouve au pied d'un arbre complètement alcoolisée. Et là arrive la police, un panier à salade, comme on dit, qui veut l'embarquer. Sauf que c'est Fréhel et il y a une dame qui l'a reconnue, qui a dit « Mais c'est la grande Fréhel, vous pouvez pas
l'emmener. Et là, elle se met à chanter, ils l'ont reconnue et ils l'ont laissée. Et quand j'ai lu cet article, j'ai fait, mais c'est quoi sa vie à cette dame? Et là, j'ai fouillé et je me suis pris d'amour pour Fréhel. Combien de temps de travail sur cet album? 3 ans. Ouais, c'est Ouais, ça, hein, c'est parce ça. qu'il y a vraiment une recherche très Bah oui, poussée. comme je disais tout à l'heure, il y a pas beaucoup de documents sur elle, il y a très peu de photos. Et alors, en fait, je me suis appuyé beaucoup sur des articles de presse de l'époque, à la BNF notamment, et puis la biographie, la seule biographie qu'il y a, et puis après tout ce qu'il y a autour, donc Maurice Chevalier. Je parle de Damia, qui était une autre chanteuse réaliste de la même époque que Fréhel, qui a été lancée d'ailleurs par le mari Fréhel. Oui, alors Damia, on en entend moins parler aujourd'hui. Oui. Hein. Faut dire la vérité. Bon, je sais pas. Si, Fréhel reste Elle, monument c'est de la vrai qu'il y a chanson Java française. Bleu. Bon, Bien Mais sûr. oui, parce que c'est la pionnière, Fréhel, c'est Ouais. la première. Et voilà, donc, et c'est dommage qu'elle soit. Moi, je voulais Fréhel, la elle a remettre. été reprise. Enfin, il y a beaucoup d'influences. Oui, Gainsbourg, les garçons bouchés, Renaud reprenant ses chansons. et d'autres chanteurs. Voilà, c'est pas toujours très heureux, mais bon. C'est vrai que c'est le destin d'une femme exceptionnelle, donc c'est très bien, une héroïne. On est toujours content d'en voir. Et puis en général, les héroïnes sont comptées par les héroïnes, hein, comme fait Catel, souvent, tout même à si elle le fait. fait avec Bocquet. C'est le destin d'une femme exceptionnelle qui en plus a vécu avec Maurice Chevalier qu'il a largué pour Mistinguett. Alors Voilà. ça, quelle belle anecdote. Mistinguett, c'était le contre-pied de Bah de oui. Fréhel, parce que Mistinguett, c'était le Star System, c'était le début, c'était commercial, on va dire ça vulgairement. Que Fréhel, ce qui me plaisait dans ce personnage, c'est que c'est une femme entière qui était libre, c'est une vraie libertaire, quoi. Alors, Très elle est- punk. Au début, elle a une enfance très très difficile, c'est bien raconté dans le livre, et puis effectivement, bon, les années, l'expérience venant, elle commence à avoir un petit peu de succès, et puis c'est vrai que quand elle a cette rupture avec Maurice Chevalier, elle déprime complètement, elle s'en va, là elle devient folle, complètement, elle passe des Elle nuits de sombre, fête absolue, Ah oui, à tel point qu'on la croit morte. Oui. Eh ben, c'est l'ambassade qui l'a rapatriée en très mauvais état en 1923, parce qu'elle est partie 10 ans dans les pays de l'Est. Mais oui, enfin, elle a toujours été sombre quelque part, même si elle a chanté des chansons un peu comiques qui l'a sorti un peu de son répertoire réaliste. Mais ça a toujours été quelqu'un de très très sombre qui se mettait tout entière dans ses chansons. Et c'est vrai qu'elle a un parcours. Vous nous avez amené des Ouais, planches. formidable, un graphisme Pourquoi avoir choisi extraordinaire. l'aquarelle? Parce que j'aime ça, l'aquarelle. Je trouve ça très ludique, moi, l'aquarelle pour moi. Et je sais pas. Enfin, il y a quand même une maîtrise assez intéressante, ça fourmille de détails, ces dessins, il n'y a pas de structure de planche. Donc en même temps, c'est pas Fréhel forcément méritait ça. ça parce que Fréhel c'était une femme libre. Donc moi pas de case, je l'ai faite. C'est pour rester dans l'esprit libertaire. Voilà, être libre. Et puis moi je vivais vraiment avec Fréhel, c'est-à-dire que c'est un personnage tout entier, donc je pouvais pas faire les choses à moitié. Alors, Donc, c'est édité chez Nada, qui est une petite maison d'édition engagée. une belle maison Belle engagée. maison d'édition Ouais. engagée. Parce que j'avais été contacté par d'autres maisons un peu plus grosses, on va dire, dont je tairai le nom, pour éditer Fréhel. Et puis j'ai rencontré mes éditeurs et je les trouve tout à fait passionnés. Et ils étaient, ils étaient amoureux comme moi de Fréhel, je le sentais. Je dis c'est bon, banco, je vais aller avec eux. Et je regrette pas parce que. Passionnant, hein, Laurent. Ah, absolument, absolument. Ça se lit d'une Jean-Pierre traite. Magnifique, Ouais, absolument. En très, couleur très beau. directe, Et ça réunit absolument vraiment, c'est superbe. tout ce qu'on aime dans une excellente bande dessinée, c'est-à-dire que ça réunit un magnifique récit extrêmement bien construit, extrêmement bien découpé, et on l'a vu avec un graphisme Extraordinaire. Alors, l'émission touche à sa fin. C'est toujours trop court. Hein. malheureusement. Ah, je reviendrai la semaine prochaine. Oui. Alors, juste pour vous rappeler quand même que ce week-end a lieu le parcours 5 ambules de Rachel, qu'elle Oui, était venue qui nous était venue, qui présenter était notre dans invitée, l'émission oui. précédente, avec plein de rencontres, dédicaces, expos dans tout le 5e. N'hésitez pas à aller vous promener. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Jean-Pierre, merci beaucoup de l'accueil. Merci, oui. Merci à Et vous. on sera encore là à Bulle en tête la Voilà, semaine prochaine. Bulle en tête fidèle au poste, absolument. On a encore des surprises à montrer. Et Johan, merci d'être venu et Merci à bravo vous. pour ce très très bel album. Merci beaucoup. Merci Allez, beaucoup. à bientôt. Vous Merci. pouvez nous retrouver sur les box, sur bien sûr télécharger les podcasts, à Apple Podcasts, Google Podcasts, et puis sur la chaîne YouTube de Trait pour Trait, et sur Watch TV, et sur BD Zoom bien sûr. Absolument. Ciao, Allez, à ciao. bientôt.